mes recherches, donc cette théorie explicative du phénomène de synchronicité, c'est quelque chose qui est potentiellement absolument révolutionnaire. C'est-à-dire que c'est une révolution de la pensée. C'est-à-dire que ça met complètement par terre quelque chose qui l'est déjà, d'ailleurs, cette notion philosophique du mécanicisme qui consiste à dire que tout est mécanique, que tout ce qu'on va vivre se crée dans le présent en conséquence de ce qui s'est produit dans le passé, c'est la causalité stricte, et qui est la croyance devenue pseudo-scientifique dans laquelle le monde occidental et sa science et la science devenue pseudo-science. Enfin, la vraie science ne dit pas ça, mais le fait de maintenir envers et contre tout une vision mécaniste de la réalité, c'est rentrer dans une technoscience devenue une pseudo-science qui est complètement erronée. Et donc ce qu'amène la compréhension du phénomène de synchronicité avec cette nouvelle physique où on propose un espace-temps flexible, c'est une révolution de la pensée. C'est une révolution de la pensée qui réenchante le monde, qui nous montre qu'il existe une véritable magie de la vie, magie au sens technologique qu'on n'a pas encore compris scientifiquement. Mais justement, on est en train de jeter les bases scientifiques de cette magie, entre guillemets. Et donc le fait de comprendre qu'on est libre et qu'on peut construire son futur en travaillant son état de conscience, en travaillant ses intentions, et en plus, dans un sens moral, spirituel, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit que les valeurs qui sont nécessaires pour mettre en place des états de conscience créatifs qui nous permettent d'aller vers un futur harmonieux sont des états de conscience qui revalorisent toutes les valeurs spirituelles. Bien ça, c'est quelque chose d'absolument fabuleux, extraordinaire. C'est un enseignement en plus, c'est un enseignement qui concorde, qui se recoupe avec les enseignements de tous les sages de l'histoire. La science s'est construite par opposition aux religions, en niant la possibilité d'une transcendance, en niant toute possibilité de finalité, on se rend compte aujourd'hui que c'est une erreur. La physique nous démontre que la finalité est nécessaire dans la création du cours des événements. On ne peut pas considérer que les choses se créent maintenant. Je veux dire, le futur, ça fait longtemps qu'il s'est mis en place avec une certaine fluidité. Pour moi, c'est absolu. Et je suis très fier d'être porteur de ces nouvelles idées, et d'autres, il y en a d'autres physiciens. On peut aborder ce nouveau paradigme sous différents angles. Mais c'est une révolution absolument extraordinaire qui donne un immense espoir à l'humanité, parce que à partir du moment où ce genre de compréhension du vrai fonctionnement de la réalité arrivera à monter au-dessus de la surface des médias, ça va devenir... ça va tout changer à la surface de la planète. La synchronicité. Alors, la synchronicité, est-ce qu'on a un pouvoir sur la synchronicité, d'après vous, d'après vos recherches? Dans un état d'esprit volontaire qui serait de dire, bon, voilà, tiens, aujourd'hui, j'ai envie de provoquer des synchronicités. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Ça ne fonctionne pas comme ça? Non, ça fonctionne pas comme ça. D'accord. C'est plutôt, après une introspection intérieure, on est dans un moment de sa vie où le futur n'est pas stable, où on ne sait pas exactement ce qu'on va faire, et on est dans une quête intérieure où on cherche quelque chose, je dirais presque plus émotionnellement que mentalement, dans la mesure où on n'a pas idée de comment est-ce qu'on va faire, quel chemin on va suivre. C'est en général lorsqu'on n'a pas les moyens de réaliser ses rêves ou ses intentions que si on se met dans une situation d'ouverture, si on sort des sentiers battus, si on s'ouvre à tout ce qui peut arriver, c'est à ce moment-là que les synchronicités peuvent arriver justement pour
pour nous montrer le chemin, ou simplement pour nous indiquer que nous sommes sur une voie nouvelle qui va nous amener à destination. Alors, ce que je retiens de votre réponse, ce qui me frappe moi, c'est de s'ouvrir à tous les champs possibles. Il ne faut pas se focaliser sur une possibilité d'un devenir en particulier. Dès que le mental s'empare Oui. de cette affaire-là, ça bousille tout. Parce que le mental, il est calculateur et il va nous faire rentrer dans un processus de causalité. D'accord ? Or, les synchronicités, elles ont lieu lorsque ce qu'on réalise, ce qu'on fait, en se déplaçant, n'est plus régi directement par la causalité. C'est presque une certaine errance. Sauf qu'il ne s'agit pas d'errer comme quelqu'un qui serait paumé, il s'agit d'errer, mais au sens positif du terme, comme quelqu'un qui s'ouvre à tout ce qui peut arriver et qui ne s'interdit rien du tout. C'est intéressant ce que vous dites, parce que dans votre conférence, à un moment donné, vous parlez du lâcher-prise. Est-ce qu'on est dans ce cadre-là, lâcher-prise ? Bien sûr. Il faut lâcher prise. Et vous donnez d'ailleurs des méthodes. À un moment donné, vous dites quelque chose qui est assez rigolo, parce que certaines personnes cherchent à lâcher prise, ils n'y arrivent pas. Et vous donnez un indice très important, la marche. Moi, je fais partie des personnes qui ne savent pas lâcher prise. Parce que toute ma vie, j'ai abusé de l'intellect, de le mettre tout le temps le jour et la nuit, du mental calculateur qui cherche à résoudre des problèmes, à faire des calculs. C'est une déformation professionnelle, on peut dire ça. J'ai une déformation professionnelle qui fait que d'ailleurs je dors mal encore aujourd'hui. Enfin, je ne dois pas dormir si mal que ça parce que j'arrive quand même à être en forme pendant la journée. Mais j'ai vraiment cette déformation qui fait que mon cerveau, je ne peux pas l'arrêter de fonctionner. Donc j'ai vraiment... Et je ne sais pas méditer à cause de ça. Enfin, peut-être un petit peu... mais pas de manière prévisible, de manière imprévue, je lâche prise. Bon, et donc j'ai une technique personnelle qui consiste à aller dans la nature, à faire des grosses marches. Je fais 3 heures de marche 2 fois par semaine, disons en moyenne, avec un bon 600 ou 800 mètres de dénivelé. J'ai même pas besoin d'en arriver jusqu'à un épuisement total. C'est très souvent, je dirais que plus de la moitié du temps, c'est lorsque je descends, lorsque je commence même... Et comment ça se passe à ce moment-là ? Vous laissez votre esprit errer à toutes les pensées venantes ? C'est le fait d'être dans la nature, d'être obligé d'être en permanence en éveil, parce que je suis sur des sentiers qui sont difficiles. Il faut regarder ce qu'on a sous les pieds. C'est pierreux, c'est en pente, on risque de tomber. Mais en même temps, il se passe plein de choses. Il y a des animaux, il y a les couleurs du paysage, il y a plein de choses. Et donc, on est obligé de se mettre en état de réceptivité face à la nature. En même temps, il y a le corps qui se met à fonctionner régulièrement. Il y a la respiration. On prend conscience de sa respiration. Hein, et on se sent vivant. On se sent vivre. Et c'est là que le mental commence à être mis en retrait. Et c'est pour ça que c'est assez rapidement, finalement, que je trouve, pour peu que je me sois posé une question avant de partir, ce qui m'arrive, hein, mais bien très rapidement, j'ai la réponse. Alors, soit j'ai la réponse sous la forme de la question est une mauvaise question, et j'ai tout d'un coup une sorte de lumière qui me dit mais non, mais c'est pas comme ça qu'il fallait voir les choses. Soit j'ai directement la réponse. Dans notre vie, nous sommes poussés par notre passé autant que tirés par notre futur. D'accord ? Jusque-là, ça va. Voilà. Effectivement, lorsqu'on veut produire du nouveau, lorsqu'on veut être créatif, résoudre un problème dont on n'a pas la solution, dont la solution n'est pas triviale, c'est-à-dire qu'on ne peut pas la trouver par un raisonnement, il faut faire taire le mental. C'est-à-dire que je dis souvent, moi, lorsque j'ai un problème à résoudre et que je n'arrive pas à résoudre, je ne trouve pas la solution, je sens que je devrais pouvoir la trouver. Émotionnellement, je sens que c'est possible. Il y a une histoire d'intuition là qui vient. Oui, alors je ne sais pas si c'est de l'intuition, mais en tout cas, la méthode que j'utilise, il y en a 2. Hein, c'est soit je vais me coucher, soit je vais faire une randonnée. D'accord ?
c'est pas tout à fait équivalent comme méthode, mais lorsque je vais me coucher, c'est lorsque je me réveille et que je suis en état de demi-sommeil. À ce moment-là revient donc la problématique que j'avais. Mais vous l'attaquez sous un autre angle et vous trouvez voilà, il faut quand même qu'il y ait eu la pression auparavant qui donne la motivation de résoudre les problèmes. Et si au moment où vous êtes réveillé et le mental n'est pas encore actif, c'est très souvent à ce moment-là que me vient la solution. Voilà, oui, c'est une sorte d'état de conscience modifié. Ça consiste à débrancher le cerveau. Et c'est totalement paradoxal, puisque, en fait, il s'agit de trouver une solution qui va être, au contraire, qui va donner l'impression qu'au contraire, j'ai un cerveau qui fonctionne très bien. Alors que j'ai trouvé cette idée lumineuse en débranchant mon cerveau. Donc c'est quand même bizarre. Voilà. Alors, ce qui est très étrange d'ailleurs, d'autant plus que finalement, quand on parle de conscience ou de réflexion, si en débranchant le cerveau, on arrive à trouver une solution, qui la trouve si ce n'est pas notre matière grise? Où ça se trouve alors? Alors justement, mais moi j'ai passé ma vie comme j'ai été très créatif dans ma carrière professionnelle, j'ai des dizaines d'inventions, de réalisations, c'est d'ailleurs ça qui fait ma crédibilité, j'ai été primé plusieurs fois pour ma créativité. Et c'est vraiment ce que j'ai fait pour arriver à résoudre les problèmes. Je suis sorti des normes, je suis sorti des... Je dis souvent que j'ai acquis les compétences pour faire ce que j'ai fait seulement après les avoir fait. Hein, c'est-à-dire qu'au départ, ce qui me motivait pour résoudre les problèmes, c'était pas le fait de me dire « Tiens, voilà, ça, je sais le faire, donc je vais le faire ». Non, c'est plutôt... Ça, mince, je sais pas le faire, mais ça me plairait bien de savoir le faire. Donc une sorte de défi, de dépassement de soi, toujours pour aller au cran au-dessus. Exactement. J'ai envie de démystifier l'idée que tout le mythe de l'intelligence. Voilà. Moi, je me considère pas comme quelqu'un d'intelligent. Je me considère pas comme quelqu'un qui est plus intelligent que la moyenne parce que j'arrive à faire des choses apparemment plus intelligentes que la moyenne. Ça vient pas de l'intelligence, ça vient du cœur, ça vient des tripes, même pas forcément du cœur, ça me vient d'une sorte de voilà, l'intelligence, elle n'est pas mentale uniquement, en tout cas. Enfin, on parle souvent de l'intelligence, par exemple, en parlant du QI, et soi-disant c'est une mesure de l'intelligence. C'est pas une mesure de l'intelligence, c'est une mesure de quelque chose qui appartient exclusivement au mental. Or, pour moi, la véritable intelligence, c'est une intelligence humaine qui tient compte. C'est pas pour rien qu'on a un cerveau, mais qu'on a aussi un émotionnel, qu'on a aussi... Enfin, on est un être... On peut nous concevoir de manière cybernétique, mais la cybernétique, aujourd'hui, elle est basée uniquement sur la logique, sur la raison. Or, n'importe quel système qui fonctionne en circuit fermé comme un cerveau a forcément des limites parce qu'il se retrouve confronté à des situations qu'il ne connaît pas. Et donc, il y a besoin d'une deuxième couche, en quelque sorte, d'information qui va lui permettre de réagir dans des circonstances totalement imprévues. C'est là que l'émotionnel intervient. Ça fournit un moyen d'évaluer les situations beaucoup plus rapide qu'un cerveau qui tourne... voilà. Bon, déjà, on fonctionne avec... les probabilités, le champ des possibles, les réalités simultanées, mais en plus, ça c'est la partie émergée de l'iceberg, de notre conscience. C'est qu'une petite partie. C'est qu'une petite partie. La partie immergée, qu'on appelle le subconscient, certains l'appellent l'inconscient, enfin c'est l'inconscient psychique, elle ne résonne même plus, elle fonctionne dans une réalité qui n'est plus dans la même temps, qui est vraiment totalement hors du temps. Qui n'est plus du tout dans la même dans notre réalité physique. C'est difficile à concevoir que ce soit hors du temps quand même. Hein, si intuitivement on peut le sentir, c'est-à-dire que dès qu'on arrive à se relier justement à soi, à sa raison d'être, des personnes qui sont en méditation profonde, moi j'atteins pas les états de méditation profonde, mais il y a des moments, enfin, en randonnée ou dans d'autres circonstances, même ça peut être dans ma voiture, j'ai comme des flashs, il y a des moments où j'atteins des états où je ressens le sens de ma vie, quoi, où je ressens la joie d'exister simplement comme si finalement tout était prévu d'avance et que je suis simplement en train de réaliser quelque chose qui a été décidé peut-être bien avant ma naissance. Et ça vous met dans un état de sérénité Ben oui, ça me met dans un état
de joie, de sérénité, de réaliser ce qu'on est. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui vont regarder cette émission qui vont marcher beaucoup, hein, à cause de vous. Non, mais c'est-à-dire que dans cet état-là, on réalise intuitivement que finalement, tout est écrit. Voilà. Pas forcément définitivement, mais que notre vie a un sens et que c'est tout petit par rapport à notre existence réelle. Mais sans pour autant être déterministe, puisque tout peut changer à tout moment. Le futur n'est pas déterminé à l'avance. C'est pas nouveau de savoir que dans notre présent, on peut modeler notre avenir, et donc faire en sorte que notre devenir soit le plus ressemblant à celui qu'on projette d'avoir, mais on peut en même temps altérer le passé. Et là, c'est vrai que là, d'un coup, il y a eu on se pose des questions, on se dit, le passé semble immuable et apparemment, il ne le serait pas tant que ça. Donc on a l'habitude de représenter notre espace-temps comme un cylindre, avec la longueur du cylindre qui va représenter le temps, et imaginez que tout l'univers soit contenu dans un disque, le disque avance le long du cylindre, et voilà comment se déploie la réalité. Tout se passe comme si notre vie pouvait être décrite, puisque notre futur existe déjà, et que notre passé existe encore. Tout se passe comme si notre vie pouvait être décrite comme un cylindre invisible qui oriente tous nos pas, puisque tout ce qu'on va faire demain est déjà déterminé. Ce temps illusoire-là, c'est exactement comme vous vous baladez dans un sentier en forêt. Vous n'êtes pas en train de vous dire que le sentier, 10 mètres devant, vous ne voyez pas 10 mètres devant, parce que mettons qu'il y a des arbres. Vous n'êtes pas en train de vous dire que le sentier est en train de se créer au fur et à mesure où vous avancez. On est d'accord. C'est exactement la même chose pour le temps. D'accord ? Et lorsque vous marchez en forêt et que votre sentier est déjà tracé, vous n'êtes pas en train de vous dire que vous êtes obligé de continuer à marcher sur ce sentier-là. Parce qu'à un moment donné, vous pouvez dire « Ah tiens, non, là je vais choisir un autre sentier. » Donc là, vous avez votre cylindre là. Et puis à un moment donné, « Ah non, finalement je vais à l'autre. » Donc là, vous avez changé la position de votre cylindre. Par la conscience. Alors moi, j'ai été conduit à penser ça d'abord, je l'ai expérimenté. Hein. Enfin, bon, je raconte ça dans La Route du Temps. Je donne les raisons pour les... Qui est votre livre? C'est votre livre? Premier livre, oui. Votre premier livre, d'accord. Ce sont des raisons purement scientifiques. Hein. C'est-à-dire que la science est fondée sur ce qu'on appelle le déterminisme. Hein. Et si on introduit des informations dans l'espace-temps à un moment donné, dans le présent, qui ne sont pas, qui ne s'expliquent pas par la causalité, des informations qui ne viennent pas du futur, mais qui ne viennent pas non plus du passé, elles vont induire des modifications dans le futur, mais en fait, il faut qu'elles induisent des modifications dans le passé aussi, obligatoirement. Et comment c'est faisable? C'est quand même curieux. C'est faisable tout simplement parce que la vraie ontologie, non, le mot ontologie peut paraître pas clair, la vraie réalité, elle est hors temps. C'est-à-dire que le temps, quand les physiciens disent souvent le temps n'existe pas, ça veut dire que pour eux, le présent est une illusion. Pour eux, l'écoulement du temps est une illusion. C'est-à-dire, c'est pas vrai évidemment que c'est une illusion, puisque en fait le temps est lié à la conscience. Ça veut simplement dire que les physiciens ne connaissent pas le sens du temps. C'est-à-dire que pour faire de la physique de l'espace-temps, on est obligé de se positionner hors du temps, et en se positionnant hors du temps, on n'arrête pas de répéter ce que disait Einstein, c'est-à-dire que tout est simultané. C'est-à-dire que le passé a lieu en même temps que le présent, qui a lieu en même temps que le futur. Voilà. Donc le temps serait juste une conceptualisation purement humaine pour nous aider à vivre dans notre société, simplement. C'est quelque chose qui émerge du fait que nous sommes plongés dans cette réalité. C'est-à-dire que, un peu comme si nous étions dans un sous-marin immergé dans une réalité dans laquelle on se déplace. Alors on voit défiler le décor, en même temps comme on est dans un sous-marin, on n'a pas une idée correcte de la réalité, puisqu'il faut la voir à travers soit un périscope, soit... Enfin bon. Et donc, on a une vision déformée de la réalité qui vient du fait qu'on voit cette réalité à travers le filtre de notre cerveau qui est comme le petit bout de la lorgnette. Et comme on se déplace, cette réalité change tout le temps, ce qui nous donne l'impression qu'elle se crée
maintenant, alors qu'elle est déjà créée. Lorsqu'on introduit des informations dans l'espace-temps, qui ne sont pas déjà, on ne peut pas modifier si elles modifient le futur, elles ne peuvent pas modifier le futur sans modifier également le passé. C'est-à-dire que Ça va de pair. il faut rester dans la causalité. C'est-à-dire que ce sont des informations qu'on a introduites, mais il faut que l'espace-temps conserve sa logique. Voilà. Pour vous, donc, le passé, le présent et le futur se conjuguent en permanence d'un bloc. Voilà. Ils ne sont pas interdépendants. Donc si vous introduisez dans l'espace-temps une information qui va modifier l'identité de quelqu'un, de telle manière que son comportement va changer dans le futur, il va falloir que cette modification soit également mémorisée dans son passé, et ça va se faire sous la forme de mémorisation dans les gènes. L'épigénétique. L'épigénétique. D'accord. Voilà. C'est-à-dire que tous les progrès réalisés par l'être humain, mais ça peut être aussi l'animal, etc., du fait de son expansion de conscience, qui fait qu'il passe d'une identité à une identité plus évoluée, ces progrès sont mémorisés dans la matière sous forme génétique. Et c'est ça qui explique l'évolution des espèces. Aujourd'hui, de toute façon, on sait qu'il faut jeter Darwin parce que la théorie de la sélection naturelle n'explique absolument pas la complexité fabuleuse Elle nous a convenu un temps, mais aujourd'hui, elle tend vers ses limites. Oui, bon, les biologistes aujourd'hui s'aperçoivent que le corps humain, c'est comme une technologie extrêmement élaborée. Bon, c'est pas le hasard qui fabrique une technologie pareille. Les scientifiques ont bien compris qu'on n'avait pas tout compris sur le mécanisme de l'évolution. Et c'est le vide, le vide auquel on se heurte du fait de cette incompréhension qui fait qu'on reste sur les vieilles théories dont on sait qu'elles sont parfaitement dépassées, donc Darwin. Mais maintenant, avec la nouvelle conception du temps qu'on a, grâce au progrès de la physique, on est capable d'expliquer de manière lumineuse l'évolution des espèces. D'accord ? C'est pas du tout le hasard qui fait qu'une espèce évolue vers quelque chose qui est de plus en plus complexe, de plus en plus élaboré, harmonieux, parce que ça, c'est un processus négantropique. Négantropique, ça veut dire qui augmente l'ordre, par opposition à un processus anthropique qui crée le désordre. La mécanique toute seule a tendance à aller vers le désordre. Or, l'évolution des espèces va vers plus d'ordre, plus de... La nature est même souvent très, très ingénieuse, très subtile. Donc d'où vient cette intelligence ? Et que c'est cette conscience qui amène l'espèce à faire des progrès, et ce sont ces progrès qui sont mémorisés dans le passé sous forme d'évolution de l'espèce au niveau génétique. Vous concevez la conscience comme une énergie, et on parle aussi de conscience collective, donc on vient d'en parler pour les animaux. Vous mettez en garde, d'une certaine façon, l'humanité contre les pensées globales de la planète qui nous tendent vers un 2050 absolument horrible et affreux. Donc rassurez-nous, est-ce qu'on peut aujourd'hui agir concrètement, collectivement, pour corriger la trajectoire et faire en sorte que ce futur qui peut se construire, si on a une action concrète et réelle dessus, et la masse critique, est-ce qu'on va l'atteindre, cette masse, pour justement prendre le dessus? D'après vous, vous êtes positif là-dessus? Oui, je suis optimiste. Confiant. Je suis optimiste parce que pendant les années 80, 90, pendant les années où j'ai fait l'essentiel de ma carrière, j'étais très matérialiste. Et tout le monde, je veux dire, après 68, l'après-guerre et tout ça, il y a eu une explosion. On est tous allés vers la consommation en pensant sans trop réfléchir aux conséquences. D'où ce que j'appelle la théorie de la double causalité que je présente dans mes livres, et qui consiste à dire ce qui est valable aussi bien au niveau collectif qu'au niveau intellectuel, que nos intentions créent dans le futur donc des changements via des aiguillages qui ont changé, d'accord ? Ces changements créent à leur tour des changements dans notre présent qui vont justement correspondre à de nouveaux aiguillages, c'est-à-dire à l'augmentation de probabilité de certains hasards qui vont vous amener à destination. C'est-à-dire que votre futur est relié à votre présent par différentes voies, pas une seule voie. Et on a conçu notre réalité comme étant... on a compris qu'il fallait s'écarter des religions. Ça a été justement le développement du mythe de
de l'intelligence, voilà. L'homme n'a plus besoin des religions. Ça y est, il est arrivé à un niveau de conscience supérieur qui fait que, bon, l'homme est devenu capable d'organiser la planète selon ses besoins, et ses besoins, c'est quoi? Ce sont des besoins essentiellement matérialistes. Donc avec ce genre d'idée, avec ce genre de conception de la vie, on a construit dans les années 80-90 un futur qui est notre futur actuel extrêmement matérialiste. Oui, l'obsolescence programmée, tout ce qui se fait. Voilà, ce qui nous arrive dans le futur est le résultat de ce qu'on pense dans le passé. C'est-à-dire que, bon, je ne sais pas quelle est la constante de temps, mais la pensée collective des années 80-90 a construit notre futur actuel de 2010-2020. D'accord ? C'est logique, et il est possible que ça continue comme ça, parce qu'on est toujours dans une pensée collective très matérialiste, même si ça change. Et si on considère qu'il n'y a pas eu de changement, eh bien, aujourd'hui, on a un futur de 2050 tellement matérialiste qu'il en est peut-être même épouvantable. Peut-être qu'en 2050, les êtres humains vont avoir accepté les puces sous la peau, vont avoir accepté tout un tas d'appareillages qui vont soi-disant augmenter leur performance, etc. C'est ce qu'on appelle le transhumanisme. Ça, c'est une menace dont je dis... L'assistanat cybernétique permanent. Voilà, ça c'est le principal danger qui attend l'espèce humaine, et c'est probablement beaucoup plus grave que la bombe atomique. D'accord ? C'est quelque chose de très très dangereux. Sauf que je pense que durant les années 2000, les années 2010, j'ai l'impression qu'il y a quand même un réveil de fond de la conscience collective qui se rend de plus en plus compte que la nature humaine n'est pas matérielle. Et on se rend de plus en plus compte que nous ne sommes pas des machines, nous ne sommes pas, enfin bon, voilà tout ce dont je parle en conférence, et que nous sommes donc en train de construire un futur alternatif qui devrait nous éviter d'aller vers ça. Mais qui sait? On ne sait pas. Hein. Mais je pense que la foi, vraiment la reliance au soi peut faire des miracles, et que c'est peut-être pas absolument indispensable d'atteindre un seuil critique qui serait par exemple la moitié de la population de la planète. Je pense que... bien avant, je pense bien avant. Je pense bien avant. Je pense que, bon, il y a l'histoire du centième singe, et enfin bon, je pense que... Est-ce qu'il y a un seuil critique? Oui, probablement. Lequel? Je ne sais pas, mais je pense qu'il n'y a pas besoin d'attendre 3 milliards d'individus qui ont compris que nous ne sommes pas des machines pour qu'enfin nous ayons, je pense que peut-être 300 000 ou 3 millions suffiront, je ne sais pas. Alors, non, l'intrication ne viole pas, ne viole qu'en apparence le principe de la limite de la vitesse de la lumière, simplement parce que il n'y a pas de une intrication, c'est donc une corrélation qui apparaît entre deux objets qui peuvent être séparés, soit par de l'espace, soit par du temps. D'accord ? Mais il n'y a pas de signal qui est transmis dans l'espace ou dans le temps et qui explique cette corrélation. Il faut arriver à... il faut désapprendre là. Mais on peut le comprendre plus facilement lorsqu'on se dit que l'espace n'existe pas et que c'est simplement une reconstruction, ou lorsqu'on se dit que le temps n'existe pas non plus et que c'est simplement le fameux concept du temps. Donc c'est vrai que si le temps et l'espace n'existent pas, quelle que soit la distance que l'on met nous, il n'y en a pas alors. Alors je vais essayer de vous l'expliquer autrement. Aujourd'hui par exemple, vous avez un programme. Oui. D'accord ? Ce soir, vous savez ce que vous allez faire. Et dans la journée, vous savez ce que vous allez faire. Mais si ça se trouve, là, à la fin de l'interview, on va discuter. Puis vous allez... Ah, tiens. Ah, ben non, je vais plutôt faire ça. Donc, dans votre journée, vous avez une ligne temporelle qui actuellement est prévue. Hein, et il y a peut-être des potentiels alternatifs. Et peut-être que dans une heure, paf, vous aurez fait basculer votre futur actuel. Et tout va être reprogrammé en fonction de... Le problème, c'est que ce basculement, ok, d'accord, mais il va interagir sur d'autres vies. Il va interagir sur votre femme, il va interagir sur les gens que vous n'aurez pas rencontrés, les autres personnes que vous aurez rencontrées, etc. Des rendez-vous annulés ou autres, oui. Et donc, il y a une intrication absolument indispensable entre les trajectoires à cause de ce basculement. C'est-à-dire que l'intrication, elle s'explique tout simplement, dans un cadre classique, par le fait que lorsque on commute des lignes temporelles, ceci a forcément une incidence sur les lignes temporelles d'autres individus, et donc ça crée un phénomène d'intrication entre ces lignes temporelles. Ça, c'est la partie dans la conférence où vous l'expliquez, je crois, avec l'aiguillage des trains.
Voilà. On est dans ce domaine-là. Exactement. Et donc, il n'y a pas eu de signal de transmis. Vous avez décidé de faire quelque chose d'autre. Donc, il faut que l'univers organise les actions des autres personnes d'une manière différente. Il n'y a pas eu besoin de transmettre un signal. C'est que de toute façon, tout ça, c'est déjà organisé dans le multivers sous la forme de potentiels alternatifs. Lorsque un train circule sur un réseau de chemin de fer, tous les rails possibles existent déjà. C'est vrai. Vous avez qu'à simplement changer le commutateur. C'est bon, je viens de comprendre, je comprends. Hein, c'est vrai que expliquer comme ça... Le grand architecte de l'univers, il n'a pas besoin d'embaucher des ouvriers qui, à chaque endroit, disent « Bon, tiens, là, il faut le faire passer par là, là, il faut... » C'était tout automatisé, d'accord? Donc, le grand architecte de l'univers, il nous a mis dans notre conscience un système de commutation qui nous permet de commuter à l'avance les possibilités de programme que nous avons, mais à tout moment, il y en a un. Le commutateur, il est soit dans une position, soit dans une autre position, ce qui permet à l'univers de calculer les parcours de tout le monde. Et tout semble aller de soi à partir de cette explication. Voilà. C'est l'intrication enfin expliquée. Merci, parce que je viens vraiment de la comprendre aujourd'hui. Je ne la saisissais pas. Vous venez me donner une clé essentielle. C'est mon interprétation. Hein. Oui. Vous n'allez pas trouver cette interprétation dans les bouquins. Vous allez trouver, par contre, dans la physique de la conscience. Qui est dans mon deuxième livre. Ouais. Votre second livre, on le rappellera aussi. Parce que nous sommes tellement matérialistes, ou nous avons été tellement matérialistes durant la fin du XXe siècle, que nous avons créé un futur collectif pour les années 2020, 2030, 2050, qui n'est pas celui que nous désirons maintenant. Et ce futur collectif de 2050 est en train de résister pour nous ramener vers la voie, par exemple, du transhumanisme et d'empêcher cette prise de conscience collective qui fait qu'on va réussir à bâtir une société beaucoup plus humaine. C'est valable à tous les niveaux. Pour conclure, parce que je crois que je vais passer un transparent, je vais terminer par la citation de quelqu'un. Je ne suis pas un steinérien, je ne suis pas quelqu'un je connais un petit peu ses écrits, j'apprécie beaucoup, je pense que c'est vraiment très intéressant. Mais je trouve que ces adeptes ont tendance à être un peu trop sectaires. Bon, il n'empêche que c'est un génie quand même de notre époque, du début du XXe siècle, et qui a fait la déclaration suivante. Il y a presque exactement 100 ans, c'est pour ça que je le cite maintenant, il a dit qu'il ne faudra pas attendre longtemps après l'an 2000 pour que l'humanité ait à vivre des choses fort étranges. La plus grande partie de l'humanité sera sous l'influence de l'Ouest. On verra apparaître, venant d'Amérique, une sorte d'interdiction de pensée, non pas directe mais indirecte, une loi qui aura pour but de réprimer toute pensée individuelle. On assistera à une oppression généralisée de la pensée. Là, je fais de la pensée négative. D'accord ? Je fais de la pensée négative. Et il faut que l'apport des découvertes soit tel qu'un contrepoids suffisant puisse être introduit dans l'évolution du monde. Et il le sera. Donc, soyons optimistes. C'est pour illustrer cette affaire-là. C'est-à-dire que nous avons beau être conscients du fait que la réalité n'est pas ce que nous pensons, que la réalité n'est pas ce que nous avons appris à l'école, que la science est bien plus noble et a des choses bien plus intéressantes que ce qu'elle nous apprend dans les journaux, où il y a une sorte de conditionnement, de pensée unique qui nous amène à penser systématiquement matérialiste, d'accord ? Et chacun d'entre nous n'arrive pas à comprendre, mais pourquoi on ne réunit pas des gens, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas des comités des sages? Enfin, je n'en sais rien, moi je ne suis pas compétent pour ça, mais on n'arrive pas à comprendre pourquoi il y a une telle situation alors qu'on a plein de sources d'informations de toutes parts, y compris scientifiques, qui nous disent qu'on pourrait avoir un monde bien meilleur que celui dans lequel nous vivons. On n'arrive pas à comprendre que même au niveau médiatique, politique, qui sont les niveaux principaux par lesquels cette information doit passer, on n'arrive pas à comprendre
pourquoi elle ne passe pas et pourquoi on ne distribue sans arrêt cette pensée unique où il faut sans arrêt respecter la croissance, les 3% de croissance, alors même que tout le monde a compris qu'on allait à la catastrophe du fait qu'on détruit la planète, etc., etc. Enfin bon, voilà, j'arrête. Et donc tout ça, je pense que la force très importante dont parle donc Steiner, donc l'apport des découvertes, l'apport de ces découvertes-là, ce sont des découvertes scientifiques qui ont été déjà faites durant les décennies qui précèdent ces découvertes, dont je ne vous en ai pas fait la liste, mais donc c'est tout ce qui justifie que le temps n'existe pas, etc., tout ce que je vous ai expliqué. Et ça n'arrive pas à remonter à la surface. Et moi, c'est le job que j'essaye de faire pour qu'on arrive tous à comprendre que nous ne sommes pas ces machines-là. Que voilà, enfin bon, je ne sais plus quoi dire. Bon. Voilà, je vous remercie. Le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas. On va vers un 21e siècle spirituel. Et si on n'y arrive pas, si ce genre d'information n'arrive pas à remonter à la surface des médias, alors au contraire, on va vers un 21e siècle transhumaniste, qui met en place sur la planète finalement une dictature à l'aide de la technologie. Et bon, voilà, c'est un avenir très sombre et qui ne peut finalement donner lieu qu'à voilà, de grands désastres. Vous aviez écrit en septembre 2020 dans le magazine Nexus une sorte de déroulé en plusieurs étapes où vous disiez qu'on avait passé les étapes 1, 2 et 3 qui, je le rappelle, étaient confinement pour éviter l'infection, ensuite déconfinement pour éviter l'effondrement et ensuite masque obligatoire pour éviter le reconfinement. Et la quatrième étape qui n'était pas encore arrivée, c'était celle du vaccin obligatoire si je ne m'abuse, pour sortir. Oui, qui avait l'air d'être une théorie complotiste à l'époque. Voilà. Voilà, justement, j'allais y venir, c'est-à-dire qu'après tout ce temps, les gens ont l'air de s'être quand même beaucoup habitués aux contraintes. Est-ce que vous pensez qu'on y est, ça y est, on en arrive à l'obligation? Est-ce que le reste des étapes que vous avez prévues sur l'avènement un peu d'une société de contrôle et de surveillance est en train de prendre corps? Alors, moi, j'ai pas dit que je croyais que ça allait se dérouler comme ça. J'ai dit que ce sont les étapes logiques par lesquelles il faut passer pour aller jusqu'au transhumanisme. Mais en fait, j'ai présenté ça comme une alerte, c'est-à-dire je ne pense pas forcément qu'on y va, mais par contre, si on ne prend pas conscience de ce que j'ai appelé cet escalier du transhumanisme, on risque d'y aller malgré tout. C'est-à-dire que rien n'est jamais déjà écrit. Ce que j'ai dit, ça s'inscrit dans une vision du futur avec deux futurs déjà réalisés en compétition, et on n'est jamais sûr que l'un va d'avance dominer sur l'autre. Donc, il était important que j'avertisse sur cet horizon du transhumanisme qui impliquait qu'on allait franchir différentes étapes qui consistent à marcher un escalier et jusqu'à l'interfaçage numérique de l'être humain. Mais j'ai aussi dit, et je l'ai écrit dans mon récent livre qui vient de sortir, Le grand virage de l'humanité, c'est qu'il y a plein de bugs dans cette affaire-là, il y a plein de défaillances, il y a plein de pannes, il y a plein de choses qui font qu'on ne va pas y aller. Bon, mais ça, c'est ma vision, ma croyance même, si vous voulez. Il n'empêche que j'ai quand même le devoir, en tant qu'ingénieur spécialisé en intelligence artificielle, qui pourrait même développer ce genre de technologie, d'autant plus que je précise au passage que je suis vraiment spécialisé dans tout ce qui concerne l'identification numérique. Donc l'identification numérique, à partir de signaux complexes, d'images ou de n'importe quoi, c'est quelque chose que je connais très bien. Et donc, je voyais gros comme une maison, si on peut dire, les différentes phases par lesquelles il est nécessaire, je ne parle pas de complot, hein, je parle de quelque chose de naturel. À partir du moment où vous commencez à accepter que votre identité numérique se retrouve sur un cloud parce qu'on a besoin de contrôler si vous êtes sanitairement
compatible avec le fait de pénétrer dans certains lieux, ça finit par se transformer en un traçage numérique qui sera vite exploité par le grand marché des objets connectés, puisque le grand marché des objets connectés, il a besoin de ça pour pouvoir exister, hein. Si on n'identifie pas numériquement une personne à chaque fois qu'elle passe à côté d'un objet connecté, les objets connectés, ils serviront à rien. Or ça, c'est un marché encore plus important, 10 à 20 fois plus important que le marché de la vaccination. C'est la raison pour laquelle ça intéresse Bill Gates et Mark Zuckerberg. Moi, en tant qu'ingénieur, j'aurais, si j'étais pas, si j'étais resté à mon matérialisme d'antan, j'aurais l'obsession d'instrumentaliser chaque individu sur la planète avec un identifiant qui permet de savoir qui il est à chaque fois qu'il passe à côté d'un objet connecté. Quand je dis à côté, c'est quelques mètres. Avec la 5G, on n'aura pas besoin que le QR code soit approché d'une borne, hein. Ça va être complètement automatique. Donc, si vous voulez, ce traçage numérique, c'est le stade suivant. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les gens acceptent que pour aller au restaurant, pour aller travailler, même pour conduire dans l'espace public, n'importe quel véhicule, pour entrer n'importe où, ils puissent être identifiés numériquement afin de vérifier s'ils ont l'autorisation de passer là. À partir du moment où on accepte ça, on passe immédiatement dans le traçage numérique qui est prévu par le grand marché des objets connectés. Et ce traçage numérique offre la possibilité à une intelligence artificielle d'analyser tous vos comportements. Et c'est extrêmement intéressant pour un ingénieur de pouvoir le faire, sachant que, je vous donne un exemple, moi j'ai développé des applications qui, à partir d'un signal, simplement un signal qui est produit par c'est un instrument, un capteur, on est capable d'identifier le comportement de la personne qui émet ce signal. Donc, une intelligence humaine ne peut pas le faire, mais une intelligence artificielle peut le faire. Une intelligence humaine, un humain n'est pas capable de comprendre ce qu'un signal peut impliquer comme information. Nous, on a la vision, mais on n'a pas cette capacité de reconnaître à partir d'un signal. Mais une intelligence artificielle a cette capacité-là, et ça, personne ne le sait. Il faut être vraiment un spécialiste du secteur pour le comprendre. Donc, j'avais le devoir d'avertir de ça. C'est-à-dire que si vous êtes en train de manger, si vous êtes en train de faire l'amour, si vous êtes en train de faire du sport, si vous êtes en train de faire un sport très particulier ou même une activité très particulière, tout ça, ça génère des signatures numériques qu'il est possible d'identifier numériquement grâce à une intelligence artificielle. Je sais le faire. Et c'est pour ça qu'il était important que je m'exprime là-dessus pour dire attention, il faut faire attention. Si on accepte de se faire tracer numériquement, ça va aller très loin. Et je précise que le traçage numérique actuel par nos portables n'est pas du traçage, parce que nos portables, ils sont capables de... D'abord, on n'est pas obligé de porter nos portables pour l'instant, hein, jusqu'à preuve du contraire. Ensuite, le traçage GPS est extrêmement imprécis. C'est quelque chose qui varie dans le temps, entre 1 et 10 mètres. Ça n'a aucune résolution temporelle, aucune résolution spatiale. On ne peut rien faire avec. On ne peut pas identifier le comportement d'un individu à partir du traçage par GPS. Mais à partir du moment où on passe aux objets connectés et à la 5G, on va avoir systématiquement des triangulations qui vont permettre de vous localiser. Même si ce n'est pas une véritable localisation, ça va permettre de vous tracer parfaitement et d'identifier votre comportement. Alors ça, c'est un des futurs possibles qu'on peut envisager. Tout à l'heure, vous expliquiez qu'il y avait des bugs dans la machine qui faisaient qu'on n'en serait peut-être pas là dans cette logique très un peu dystopique. Qu'est-ce qui pourrait faire qu'on n'en vient pas là et qu'on retrouve une certaine forme de raison par rapport à ça et pas une fuite en avant? S'il n'y avait pas eu la crise sanitaire, s'il n'y avait pas eu le Covid, etc., on allait naturellement vers tout ça, en un temps un peu plus long. C'est-à-dire que
les objets connectés, le grand marché des objets connectés, c'est quelque chose qui est prévu depuis de longues années, qui a du mal à démarrer d'ailleurs, mais c'est tout à fait naturel. Il y a aussi une autre raison pour passer au traçage numérique, c'est la monnaie numérique qui a besoin d'une identification numérique forte. À l'heure actuelle, quand vous achetez quelque chose, que ce soit sur Internet ou dans un magasin, le sans contact, il est limité à un certain plafond parce qu'on n'est pas sûr que ce soit vous. Donc voilà, il faut faire attention. Et pour qu'on soit sûr que ce soit vous, par exemple, c'est quand vous prenez un billet de train sur Internet, bon ben ok, vous prenez le billet de train avec votre carte bleue, mais vous recevez un code par SMS en retour pour garantir que c'est bien vous. Hein. Ça, c'est quelque chose qui est trop contraignant pour une nouvelle monnaie. On ne peut pas nous imposer des choses aussi, une identification aussi faible par son contact ou alors aussi exigeante par SMS en retour pour imposer une nouvelle monnaie. Par contre, si chaque individu a pris l'habitude d'être identifié fortement, c'est-à-dire avec un code qui assure que c'est bien vous, à ce moment-là, on peut passer directement à une nouvelle monnaie numérique qui va permettre de résoudre l'immense problème actuel de la haute finance, qui est que le dollar et l'euro ne valent plus rien virtuellement, puisque la valeur est considérablement affaiblie à cause des planches à billets depuis 2008, etc. Enfin bon, je ne veux pas rentrer là-dedans. Moi, je suis pas un spécialiste de la finance. Mais bon, tout le monde sait à peu près ça. Et donc, ce qui peut sauver la haute finance par rapport aux concurrences de toutes les autres nouvelles monnaies numériques, c'est une sorte d'imposition, d'un traçage numérique c'est-à-dire que vous portez sur vous un objet, que ce soit un QR code dans votre mobile, ça c'est au départ, parce qu'au départ, en plus, on ne va pas obliger les gens à avoir un mobile, donc on va leur permettre d'avoir un bout de papier, comme pour les TGV, hein, qui imprime le QR code de manière à ce qu'ils puissent passer à certains endroits. Mais ensuite, à force d'habitude, tout ça, ça va se transformer au fait de porter sur soi un objet, que ce soit une bague, une montre, un bracelet, ou n'importe quoi, dans la poche, dans le sac à main, qui va vous identifier. Et à ce moment-là, ce sera beaucoup plus pratique pour payer, parce qu'on va pouvoir payer avec cet unique objet, parce que cet objet va garantir que c'est bien vous, et votre identité va se retrouver sur le cloud, dans un espace qui vous est réservé à vous et auquel n'auront accès que votre banque ou d'autres sociétés qui ont été autorisées à récupérer cette information, etc. Bon, enfin, c'est très compliqué, mais le mouvement, il est clair pour un ingénieur comme moi, le mouvement, il est clair. Le problème, c'est qu'après, si vous voulez, chaque technique ayant un défaut, il va falloir résoudre ce défaut par une nouvelle technique plus élaborée. Et donc, petit à petit, le QR code sera remplacé par l'objet que l'on porte sur soi. L'objet que l'on porte sur soi sera remplacé par un objet qui vous colle à la peau, si je puis dire. Et ça se terminera par la puce, voilà, la puce interne. Et bon, voilà. Et après, on est dans le transhumanisme. On entre automatiquement dans le transhumanisme. Et donc, si vous voulez, moi, je vois, mais de façon évidente, parce qu'en fait, si vous voulez, les technologies qui nous permettent d'aboutir à ça, d'abord, elles sont déjà là. Ensuite, elles sont très diversifiées, elles sont complexes. C'est même des technologies différentes, mais il y en a tellement qu'il va y avoir plein de stades intermédiaires qui font qu'on ne va pas voir la grosse marche. Il y aura plus. La seule grosse marche qui existe, c'est au début. Est-ce qu'on accepte l'identité numérique ou pas? Si on accepte l'identité numérique, c'est-à-dire que si on accepte de porter sur soi le moyen de nous identifier numériquement, après ça, il n'y a plus que des petites marches. C'est-à-dire complètement, on ne va jamais se rendre compte du danger, d'accord? Si on ne s'est pas rendu compte du danger au départ, on ne s'en rendra pas compte ensuite. Parce que les logiciels qui vont en plus développer tout un tas de
de moyens d'identifier votre comportement, ils ne vont pas apparaître tout de suite. Mais par contre, vous aurez accepté toutes les conditions pour qu'ils fonctionnent. Donc, vous ne pourrez pas imaginer que vous êtes en train de tomber dans un piège. D'accord? Parce qu'ils ne vont pas exister au départ, ces logiciels. Parce que pour que les ingénieurs les développent, il faut qu'ils aient en main la technologie. Là, je pense à moi en train d'essayer de développer un truc. Il faut qu'ils aient en main la technologie. Donc, il faut d'abord qu'ils aient en main la technologie. Et ça, il y a une myriade de possibilités de le faire et de passer ces différentes étapes. Lorsqu'ils auront en main la technologie, bon, on ne va pas avoir de problème puisque les applications aliénantes ne vont pas surgir tout de suite. Simplement, quand elles vont arriver, ce sera trop tard parce qu'on aura accepté la technologie sous-jacente. Et donc, on sera pris dans un piège. Et pour ne pas être pris dans un piège, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est de refuser l'identité numérique. Bon, alors, je ne veux pas sombrer dans le complotisme, mais je suppose qu'il y a des ingénieurs sur la planète qui l'ont compris et que, donc, bon, ils ne vont pas nous en avertir, puisqu'ils considèrent que ce transhumanisme vers lequel on va, c'est quelque chose qui est bien dans leur vision à eux. C'est pas des personnes qui pensent que l'âme existe, c'est pas des personnes qui pensent que l'humain est différent d'une machine biologique, donc ils ne vont pas voir quoi que ce soit de mauvais là-dedans, parce qu'ils sont pris dans un paradigme matérialiste qui fait qu'ils ne voient pas de soucis sous-jacents au fait d'accepter une identité numérique. Pour eux, ça leur paraît naturel. Mais pour moi, qui suis un physicien qui a compris que la conscience est autre chose que le cerveau, qui a compris qu'on ne vit pas dans une réalité qui est telle qu'on nous le dépeint dans le paradigme actuel et qu'on est en plein changement de paradigme, etc., je ne peux pas m'empêcher d'interpréter la crise actuelle comme étant le fait que, attention, on ne va plus vers ce futur transhumaniste, mais on va vers un nouveau futur où justement l'humain va prendre conscience de la véritable nature de la réalité et de l'humain, de l'existence de l'âme, de l'existence de plein d'autres choses dont j'ose même pas vous parler. Et j'interprète ainsi la crise comme étant une résistance de l'ancien futur qui est en train de disparaître. Et c'est pour ça que c'est un mouvement accéléré, et que finalement, il y a une mise en lumière d'un programme qui, sans cela, serait arrivé naturellement sans qu'on le détecte. C'est-à-dire que tout ce que je suis en train de vous décrire, c'était un mouvement tout à fait naturel contre lequel il n'y aurait pas eu d'opposition. Sauf que depuis que le virus est arrivé, finalement, tout le monde s'aperçoit qu'il y a comme une sorte de volonté mondialiste de nous emmener vers un Great Reset qui va être ensuite suivi du transhumanisme. Ça, c'est pas du complotisme. Ce sont les livres de Klaus Schwab, le patron du président Macron, si on peut dire, enfin, je simplifie, et de bien d'autres. Voilà. On voit très bien qu'il n'y a pas de complot là-dedans, puisque ce sont des choses qui sont écrites et qui sont prévues, qui sont discutées. Voilà, évidemment, les médias ne nous le retransmettent pas. Je ne sais même pas si les médias ont la compétence pour faire ce genre d'anticipation. Bon, voilà, j'essaye de résumer en quelques mots cette vision. Je ne sais pas si je suis clair. Donc, je vous laisse me poser les questions là où je n'ai pas. Non, c'est Vous voyez ? parfaitement clair. Ce qu'on peut en interpréter, c'est qu'en gros, quelque part, certains ont vu ça comme une opportunité justement pour le Great Reset, alors qu'on peut aussi voir ça comme un mal pour un bien, puisque ça permet une prise de conscience par rapport à Voilà, quelque chose vers lequel on glissait. Je dis, c'est-à-dire qu'au lieu de cuire lentement comme des grenouilles, on est en train de cuire tellement rapidement qu'on se rend compte, grâce à la crise sanitaire, qu'on est obligé de sortir en dehors de la casserole parce qu'on cherche à nous imposer, via la vaccination, une identité numérique qui est le plus grand fléau que l'humanité puisse avoir, devant à laquelle l'humanité peut être confrontée. C'est-à-dire que, pour résumer, j'ai compris en tant qu'ingénieur spécialiste, en tant qu'ingénieur spécialisé dans l'intelligence artificielle et en plus dans l'identification numérique, j'ai compris qu'on avait un piège devant nous du fait que les applications qui vont
nous transformer en esclaves, elles vont arriver après que nous ayons accepté cette technologie pour des raisons qui vont nous paraître acceptables. Mais ce sera trop tard au moment où ces logiciels, c'est-à-dire ces technologies plus élaborées de contrôle et d'identification du comportement, ce sera trop tard parce que tout sera là. Oui, parce que la technologie va se mettre en place au départ pour nous amener vers cette identification numérique qu'on porte sur soi tout le temps, avec plein de variantes. On va y voir que du feu. Enfin, on n'y aurait vu que du feu si. Hein. Et on tombe dans un piège. Le seul moyen d'éviter ce piège, c'est de refuser l'identité numérique. Et l'être humain refuse naturellement l'identité numérique parce qu'il ressent intuitivement que, voilà, attention, le fait d'être tracé, ça peut être dangereux. Donc, vous avez des médias qui vont dire, mais non, c'est pas dangereux puisqu'on utilise ça que pour vérifier que vous n'avez pas un problème sanitaire ou passer une frontière. Bien entendu, les médias vont passer leur temps à dire, mais non, on ne va pas vous identifier votre comportement, c'est du complotisme, etc. Et ils vont toujours avoir l'air d'avoir raison parce qu'effectivement, les technologies qui vont vous identifier ne vont pas encore exister. Donc, ils vont dire, ouais, mais c'est de la science-fiction, c'est pas vrai, ça n'arrivera jamais. Sauf que si on a mis en place toute la technologie pour que ça arrive, ce sera trop tard lorsque les logiciels vont arriver. On ne pourra pas revenir en arrière. Ça sera une trop grande aubaine pour le système de contrôle mondialisant qui veut aboutir à une monnaie unique, qui veut aboutir à un contrôle de chaque individu sur la planète. Alors, on serait dans un paradigme de pensée où on ne confond pas l'homme avec une machine biologique, ce ne serait pas grave, puisqu'on ferait attention à ne pas, lorsqu'on instrumentalise ou lorsqu'on instrumente le corps humain, on fera attention à ne pas l'aliéner, on ferait attention à ne pas faire quoi que ce soit qui empêche la connexion avec l'âme, etc. Enfin bon, on ferait attention à l'humain, quoi. On serait capable de respecter l'humain, mais nous vivons dans un paradigme où on n'a pas compris la nature de l'humain. On n'a pas encore compris la nature de l'humain. Écoutez-moi bien. Les grandes sociétés pharmaceutiques n'ont absolument rien compris au fonctionnement du corps humain. Écoutez-moi bien. Combien de fois il faut que je le répète ça? C'est une certitude que j'ai. Les grandes sociétés de la pharmacie, de la vaccination, etc., n'ont rien compris au fonctionnement du corps humain. On va vers un 21e siècle transhumaniste qui met en place sur la planète finalement une dictature à la technologie. Voilà, c'est un avenir très sombre qui ne peut finalement donner lieu qu'à de grands désastres. Mais ça, je n'y crois pas un seul instant parce que justement, il y a cette alternative où petit à petit, les gens les plus intelligents sur la planète vont s'emparer de cette compréhension des choses et vont finir par l'enseigner à tout le monde et peut-être un jour à l'école. C'est déjà un petit peu le cas.